Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois un bébé annoncé. Comment vivre l'annonce d'une grossesse? Peut-on parler avec son bébé quand il est encore dans son ventre? Qu'est-ce que ça signifie être père ou mère? Est-il aisé de devenir parent? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Le Cocon est un gîte de naissance installé à l'intérieur d'un grand hôpital. Nous y découvrirons une façon différente d'y vivre sa grossesse et de donner naissance au bébé. Ensuite, nous découvrirons que, in utero déjà, le bébé est capable de communiquer avec son entourage. La préparation affective à la naissance aide bébé et ses parents à se rencontrer dès la première séance. Michèle Warnimont, Reine van der Linden, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Michèle Warnimont, vous êtes sage-femme et vous, Reine van der Linden, vous êtes psychologue prénatal. Mais pour entrer dans la thématique de ce jour, je vous propose de regarder ce premier reportage. Il est signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Aurélie est venue en consultation au Cocon. C'est un lieu qu'elle a tout spécialement choisi pour y être suivie pendant sa grossesse et pour y accoucher. Si elle est à la recherche d'un accouchement le plus naturel possible, pour son compagnon, la proximité d'un environnement médicalisé et donc sécurisé est importante. Moi, j'étais assez partante pour un accouchement à la maison parce que l'univers médical me stresse, j'avais pas envie de ça. Et je trouve que l'accouchement, enfin en tout cas quand tout se passe bien, ben, c'est normal et il n'y a pas de raison d'en faire un plat. Mais lui était stressé par la perspective de faire ça à la maison pour des questions de sécurité. Donc le Cocon nous permet d'être à la fois comme à la maison avec un suivi qu'avec des sages-femmes. Et à la fois, s'il y a le moins de soucis, on sait qu'on est tout près de toute l'infrastructure médicale nécessaire. Le Cocon est un gîte de naissance qui s'est intégré à l'hôpital Erasme. Un concept inédit pour des femmes qui souhaitent vivre autrement l'attente de leur bébé ou sa naissance. Des femmes qui désirent un accouchement naturel, plus à l'écoute de leur corps. Pour moi, le corps de la femme, il est fait pour accoucher, il sait le faire. Dans la majorité des cas, et donc on peut le laisser travailler et ça va bien se passer. Et puis il y a des cas dans lesquels il y a des interventions qui sont nécessaires et dans ce cas-là c'est génial, on est au XXIe siècle et il y a tout ce qui existe qui est là, mais si on peut s'en passer parce que ça se passe bien, c'est chouette quoi. Ici, tout est géré par des sages-femmes qui se partagent les gardes 24 heures sur 24. Et comme il n'y a pas de médecin, plusieurs conditions sont indispensables et la grossesse doit être normale. Nous, ce qu'on remarque, c'est beaucoup de mamans dont c'est le premier enfant et qui font cette démarche de se dire finalement mais comment j'ai envie que mon bébé, que notre bébé vienne au monde. Parce que parfois les gens font plus de démarches pour d'autres domaines de leur vie. Et que parfois, on ne se pose pas toujours la question de ce qu'on a envie pour soi-même, pour ce type de moment, mais ça vaut parfois la peine aussi. Chaque année, 180 bébés naissent ici. La chambre est un peu comme à la maison. On y accouche au calme, dans l'intimité, mais sans péridurale, d'où l'importance des préparations prénatales. Parce qu'il y a beaucoup entre guillemets, de techniques ou en tout cas de possibilités d'apprivoiser ces sensations. Et c'est ce qu'on va appeler à apprendre, ou pas entre guillemets apprendre, en tout cas évoquer avec les parents pendant la grossesse, toutes les choses qui sont à leur disposition. Ils ont vraiment un large panel de possibilités pour bien vivre ces sensations. Et ils vont découvrir ça au fur et à mesure de la grossesse. Et alors le fait que pendant le travail, il y ait une sage-femme qui reste près du couple, c'est quand même très très spécifique, ça sécurise et ça fait vraiment un meilleur vécu des sensations. Yuri a quelques heures à peine. Bientôt, il rejoindra avec ses parents le service de maternité pour un séjour plus traditionnel cette fois. Mais en attendant, il profite des derniers conseils de Frédéric. Reine van der Linden, ça veut dire quoi être psychologue périnatal? Alors c'est un métier assez nouveau
Les femmes n'ont jamais eu besoin de psychologues autour de la naissance jusqu'ici. À partir du moment où l'hôpital a pris en charge la naissance, je dirais à la fois ça a simplifié les choses d'un point de vue de la sécurité obstétricale pour les femmes, mais ça a peut-être complexifié les choses parce que les femmes ont beaucoup d'interlocuteurs différents. Et ils vivent des moments de prise en charge avec des équipes différentes. Il y a l'obstétrique pendant la grossesse, puis il y a des examens particuliers comme les échographies qui sont encore faites par d'autres personnes. Puis quand il y a une difficulté particulière, il y a une équipe particulière de médecine fœtale qui intervient. Et puis il y a la naissance, et puis il y a parfois une prise en charge du bébé en service de néonatologie. Donc ça fait beaucoup d'espaces différents qui sont traversés par les parents. Et c'est pas toujours simple pour eux de se sentir dans une continuité. Et peut-être que le rôle de la psy périnatale, c'est d'être un peu celle qui fait du lien entre toutes ces équipes qui ont chaque fois une logique d'intervention particulière. Alors, moi, mon travail est essentiellement en seconde ligne auprès des équipes de soins. Et puis, il se peut aussi que des moments particuliers et secouants de la vie des parents doivent être repris, discutés, réouverts, encadrés et soutenus. Voilà donc mon métier. La grossesse de la femme épanouie, etc., sans stress, est-ce que c'est le rêve ou bien quand même les femmes vivent, ou même les pères vivent certains stress au cours de la grossesse ? Le rêve, il est chez tout le monde. Tout le monde a envie de vivre une grossesse épanouie, une grossesse joyeuse, une grossesse insouciante aussi, où on peut penser son bébé dans la vie, dans la santé. Et puis la réalité, c'est pas toujours ça. Il y a des grossesses qui sont difficiles, il y a des grossesses qui sont inquiétantes parce qu'il y a des informations parfois lourdes qui sont données à propos de l'évolution de l'enfant ou de l'intégrité de l'enfant en cours de grossesse. Et c'est évident que ça fait des fracas dans la vie des gens, mais ces fracas ont parfois le malheur de réveiller d'autres fracas antérieurs. Et donc, c'est sûr que ce sont des terrains qui sont très fragilisés à ce moment-là et que la grossesse peut devenir parfois un enfer pour certaines femmes. Et c'est la raison de la création du cocon ou pas spécialement ? Je pense que le cocon, c'était offrir une alternative justement pour les parents qui souhaitent une prise en charge un petit peu plus holistique, je dirais, de la naissance, et pas uniquement contrôle technique médical 10 minutes, qui voulait avoir le champ de poser les questions, déposer les peurs aussi, je pense avoir une écoute autour d'eux, ce temps d'écoute, et de garder aussi les gens en bonne santé, donc de travailler à réveiller leurs ressources propres pour mettre leur enfant au monde. Ce qui veut dire que, par exemple, chez vous, il y a tout un accompagnement aussi de la grossesse, parce qu'on disait qu'il y a des sages-femmes dans ce service, mais il y a pas de psychologue du tout, ou quand même une qui peut de temps en temps passer et vous dire un petit bonjour. On travaille beaucoup avec les psychologues, je dirais, parce que c'est vrai que les gens qui viennent à nous, c'est souvent par peur de la médecine, justement de ce morcellement dans la prise en charge, de cette déshumanisation parfois dans lesquelles les institutions sont contraintes de fonctionner par manque de ressources, et donc ils sont vraiment dans cette demande d'une prise en charge globale, et nous on travaille avec bien sûr toute une équipe pluridisciplinaire. C'est pas parce que les prises en charge sont faites essentiellement par les sages-femmes qu'il n'y a pas de gynécologue, donc on travaille tous ensemble, et les psychologues, les assistantes sociales, bien sûr, on est toute une équipe. Vous sentez-vous la différence, Reine Madeleine, quand vous avez des mamans qui viennent vous voir, quand elles sont accompagnées dans un type de service comme le cocon, par rapport à quelqu'un qui suit la voie plus habituelle ? Mais comme dit Michel, il y a déjà un choix. C'est souvent des femmes, soit qui ont eu une expérience médicale un peu bancale, un peu compliquée, et qui tentent d'échapper à ça dans un environnement qui est plus souple, plus lissé. Mais comme Michel le dit aussi, il faut absolument que la grossesse se passe bien pour arriver au cocon. Quand une grossesse est difficile, elle doit être prise en charge par le corps médical. Et pour le corps médical, c'est aussi compliqué de devoir annoncer quelque chose de difficile aux parents, de devoir leur dire, écoutez, votre bébé, il n'évolue pas bien, écoutez, là, on est vraiment très inquiet. Je veux dire, ça fait des secousses, bien sûr, du côté des parents, mais ça fait aussi des secousses du côté des professionnels.
ce travail particulier du psy qui essaye aussi d'entendre les émotions des professionnels pour leur permettre de rester stables, de rester sécurisés, pour sécuriser les parents. Alors oui, il y a une différence évidemment dans l'environnement d'accueil des parents au cocon ou dans des unités médicales où les professionnels se succèdent. Personne ne travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc c'est très difficile de travailler en équipe, d'avoir cette liaison, cette continuité d'attention. Les équipes y veillent, mais il y a beaucoup d'impératifs à prendre en compte dans une journée hospitalière. Et donc, c'est une fonction un peu particulière, je le répète, d'être celle qui relie entre elles, qui essaye de raccrocher les mailles perdues quand il y a un tissu qui n'est pas cousu en continu autour des parents. Et ce filet de sécurité, le cocon l'offre dans un cadre effectivement plus démédicalisé. On essaye de l'offrir également à l'hôpital et les soignants y sont vigilants, mais c'est parfois compliqué de le faire dans tout ce qu'il y a à faire dans une journée hospitalière. Quels sont un peu les stress des papas et des mamans qui viennent d'apprendre qu'ils vont avoir leur premier enfant? Quels sont un petit peu les stress qu'ils traversent, Michel? Mais bien sûr qu'il y a le stress médical et c'est vrai que la manière dont sont organisés les suivis de grossesse renforce ce stress. Les patientes nous disent chaque fois que j'ai une échographie ou une prise de sang, j'ai l'impression d'être à l'école et de passer un examen et d'attendre mon bulletin après. Donc ça, c'est pas fait pour rajouter dans la sérénité. Donc c'est contenir ça. Mais je pense que le stress, il est aussi de devenir parent, de voir ce que ça va mobiliser, ce que ça va changer dans leur vie, comment appréhender le bébé en fait. Et quand on parle de préparation à la naissance, en fait c'est un mot qui n'est pas tout à fait juste. Il faudrait plutôt parler de préparation à la parentalité. Il y a une différence pour se préparer à être papa ou se préparer à être maman. Est-ce qu'on est dans des rôles différents quand même? Alors, on est dans des rôles différents et je ne vous l'apprendrai pas qu'un homme et une femme, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, souvent, on peut servir de médiateur. C'est aussi de permettre aux gens de déposer leur vécu, leur ressenti. Et souvent, quand on ressent quelque chose de très fort, que ce soit dans la joie, mais plutôt dans la tristesse, on a l'impression d'être seul au monde à vivre ça. L'ambivalence aussi, bien sûr. On attend cet enfant, parfois avec la procréation médicalement assistée, on l'attend depuis des années et on ne se rend pas compte de ce que ça mobilise comme émotion. Est-ce que je vais être capable de m'en occuper? Est-ce que j'aurai le temps? Au niveau professionnel aussi, on sait que les femmes sont soumises à rude épreuve parce qu'elles doivent être efficaces et à la maison et au travail. Et les deux sont difficiles parfois à mener de front. Et donc ça mobilise beaucoup de choses dans le champ de la maman, mais aussi du papa qui a son rôle à lui à tenir. Et c'est d'expliquer aussi aux parents en quoi les rôles, bien que différents, sont pourtant essentiellement complémentaires et qu'il faut reconnaître chacun dans sa mission auprès de l'enfant. Et la maman, parce que voilà, on l'a vu dans le reportage, la maman, voilà, c'est tout l'accompagnement jusqu'à l'accouchement, et puis la maman, elle rentre chez elle. Là, je suppose que c'est aussi une étape importante dans... Tout à fait. Alors, donc au cocon, on anticipe ce retour, on les prépare à ce retour à la maison. Donc on met en place une sage-femme à domicile qu'elle rencontre de préférence avant de rentrer à la maison. Mais il faut reconnaître qu'en Belgique, on n'est pas du tout soutenant pour les jeunes mamans qui se sentent terriblement seules avec un nouveau-né. On vit dans la famille nucléaire, donc le lien social n'est pas toujours évident, le lien familial non plus. Donc en Afrique, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, et dans des pays comme le nôtre, on se retrouve tout seul à élever son enfant, ce qui est très très lourd. Et donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont proposées aux jeunes mamans et aux jeunes papas d'ailleurs pour les soutenir à ce moment-là. Je propose peut-être de prendre le temps de regarder un deuxième reportage qui nous prépare, qui aide à préparer les parents à l'affectivité, à la dimension affective de la naissance. Ce reportage est toujours signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Voilà, donc je vais poser mes mains tout doucement. C'est ok pour toi que je pose mes mains? Oui. Donc tout doucement, ici, là où se trouve l'utérus pour l'instant. Et donc c'est avec la paume de mes mains que je vais sentir. Je vais sentir le bébé. Voilà, donc je pose mes mains. Alors quand on repère plus ou moins où est le bébé, on peut laisser une seule main pour mieux se concentrer sur une main.
Quand on pose les mains avec beaucoup de présence et d'amour, de tendresse, tout doucement, avec beaucoup de respect aussi sur le ventre de la maman, le bébé vient automatiquement à la rencontre. Les bébés sont comme nous en fait, ils ont besoin ils ont envie d'être en lien, envie d'être dans des liens d'amour et des beaux liens avec beaucoup de présence. Et donc quand ils sentent cette présence-là, ils ne ratent pas le rendez-vous. Et ils viennent se blottir au creux de la main, ils viennent se lever et ils viennent comme ça à la rencontre. Donc ils montent à la surface du ventre pour rencontrer des mains pleines de présence et de tendresse. Tu peux aussi vraiment intérieurement te connecter et être dans cette relation de cœur à cœur. Et quand le bébé est dans la main, qu'on le sent bien, on peut lui faire un câlin aussi. Et la maman souvent a déjà senti le bébé bouger, est déjà un peu en lien avec son bébé, lui parle, pose les mains sur le ventre. Mais très souvent pour le papa c'est une première rencontre. Et c'est très émouvant parce que souvent le papa se sent un petit peu, pas exclu de ce qui se passe, mais ça reste souvent un petit peu abstrait quand même pour le papa. Et donc quand il pose les mains et quand je lui montre le chemin en fait pour mettre vraiment son cœur dans ses mains, sa présence, et qu'il sent que tout à coup le bébé vient se mettre, répond, et c'est une réponse. C'est pas par hasard que le bébé vient se blottir dans la main de son papa. Et si quand le papa bouge la main, il voit que le bébé suit et vient et reste en fait dans ce contact, tout d'un coup, oui, c'est très émouvant. Tout d'un coup, ça dit bien que le bébé a envie de ce contact et de ce partage, de cette rencontre. Et effectivement, tu peux ressentir des choses du bébé. Alors, il ressent aussi avec toi. Vous êtes connectés complètement, donc il ressent les émotions d'Hélène. Évidemment, il est à l'intérieur, ça communique directement, mais il est en ligne directe avec toi aussi. Quand Dimitri met sa main sur mon ventre, il y a des moments où j'ai des montées d'amour comme ça, mais inexpliquées et qui ne sont pas justifiées venant de moi à ce moment-là. Donc je me dis, tiens, c'est le bébé qui s'exprime à sa manière. Mais est-ce qu'il était important d'apprendre à faire ces gestes-là ou est-ce que c'était des gestes qui vous étaient quand même innés au départ ? Peut-être innés au départ, enfin en tout cas l'envie et se dire tiens ça doit être possible de communiquer comme ça, mais là j'ai l'impression d'être plus consciente de ce que je fais et peut-être c'est plus constructif. Le papa, finalement il sert à rien à part à essayer de calmer madame si elle a des sautes d'humeur ou aller lui chercher des fraises, gros cliché, ou du chocolat. Mais donc ici on est impliqué complètement dans la grossesse. Est-ce que vous avez l'impression maintenant que vous commencez à connaître ce bébé ? J'ai l'impression en tout cas d'avoir des outils pour pouvoir entrer plus facilement en communication avec le bébé. C'est hyper léger. T'es juste en contact mais t'as pas le poids. En fait c'est un moment où le papa sent qu'il est déjà papa, déjà maintenant. Il ne doit pas attendre le jour de la naissance pour devenir un papa. C'est maintenant que ça commence, ça a déjà commencé. Ça rajoute un côté amour inconditionnel, le fait que même si c'est moi qui porte le bébé, on est là tous les trois et c'est pas mon bébé, c'est notre bébé. Donc là-dessus ça rajoute, ça me permet de me dire ok je peux me reposer sur lui, il est là, il communique avec lui aussi, il le ressent et inversement, donc là-dessus il y a clairement une espèce de communion qui se met à trois. Finalement, l'autonomie, c'est ce qui permet au papa de vraiment se sentir père pour la première fois, parce qu'il a ce contact avec l'enfant ? C'est une des choses qui lui permettent de... Je crois que chaque homme a son mode de relation avec sa compagne. Alors l'autonomie, c'est une manière effectivement de rentrer en contact avec le bébé en respectant d'abord le contact avec la femme. Si elle n'est pas d'accord que l'homme la touche, ça ne marchera pas, quoi. Donc on voit bien que c'est une affaire d'enveloppe successives. Il y a le bébé au creux, dans le giron de la mère, puis il y a la mère, et puis il y a le père, puis il y a les familles, il y a les professionnels. Ça fait autant d'enveloppes, comme les poupées gigognes. Alors, c'est à la fois un peu touchant d'entendre ce papa dire les hommes, ça sert à rien. Alors, à part acheter des fraises, c'est mignon, mais
je pense que c'est vraiment une invitation à comprendre la succession de ces enveloppes. S'il en manque une, si le père n'est pas autour de la mère, on voit que c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes de jouer le rôle de mère. C'est vraiment dans cette succession de pelures d'oignons que la femme va sentir sa sécurité. Alors, elle est en première ligne nécessairement auprès du bébé, puisque c'est elle qui le porte, c'est elle qui l'accouche, c'est elle qui va l'allaiter, c'est elle qui a le congé de maternité de 3 mois. Les pères, ils n'en ont pas, ils ont 10 jours, c'est pas grand-chose pour faire connaissance avec un bébé. C'est organisé comme ça dans notre société, c'est bien dommage, parce que je pense que si les pères avaient plus de temps auprès de leur bébé, ils pourraient davantage sentir cette présence, la vivre, enfin, être dedans, je ne peux pas le dire autrement. Et puis, je crois que ça, c'est des choses à construire effectivement en couple. Mais toutes les mères n'ont pas la chance d'avoir un homme à leur côté. Et donc, ces enveloppes sont à organiser parfois un peu, je veux le dire, artificiellement de l'extérieur. Et c'est en ça que les professionnels peuvent parfois remplir ces vides de poupées gigognes. Maintenant, le travail de la mère en devenir, c'est aussi un travail qui est quand même psychiquement très, très, très lourd. Hein. Une grossesse, c'est stressant psychiquement. Les femmes se posent la question, est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais être regardée? Est-ce que je vais comprendre mon bébé? Ce sont 3 questions essentielles qui les agitent pendant la grossesse. Certainement au moment où le bébé est là, c'est une responsabilité ultime. 24 heures sur 24 sur le pont, on ne peut pas lâcher un bébé, on ne met pas un bébé sur off, ça c'est pas possible. Et puis il y a toute une série de choses qui se transforment aussi, le rapport à la mort. Waouh, il faut que je sois là, quoi. Je ne peux pas être malade, je ne peux pas mourir, je dois être là pour mon enfant. Souvent les femmes il y a des femmes qui ont des comportements un peu de prise de risque avant, et puis tout d'un coup, au moment où un bébé arrive, elles disent mais mon bébé, il a besoin de moi. Hein. Le rapport aux parents est modifié. On n'est plus seulement l'enfant de ses parents, on devient un adulte responsable d'un enfant à côté d'un autre adulte. Les plages générationnelles changent. Le rapport à l'homme change. Et dans l'après-coup direct de la naissance, c'est sûr que la mère va être, je vais le dire comme ça, un peu désexualisée. Elle va être autour de son bébé, elle va être tout entière à sa disposition. Et probablement un peu moins disponible psychiquement pour être auprès de son mari. Mais là, de nouveau, il y a des ponts à faire. Et je te laisse la parole, Michel, parce que tu me disais tout à l'heure combien c'est important d'inviter les pères à la place que tu as. Alors, je pense qu'on a une représentation aussi de la grossesse et de la naissance, de l'arrivée de l'enfant comme étant une affaire très féminine. Et or, dans nos sociétés, je pense que le papa a sa place. Encore faut-il l'inviter à rentrer dans cette danse de la grossesse. Et ça, je pense que c'est vraiment les professionnels qui doivent inviter le papa à rentrer dans ce champ-là. Et leur consacrer du temps et dire aussi au papa, tiens, et toi, comment tu vas ? Comment tu te sens pendant cette grossesse? Parfois, je ris avec eux parce que je dis, t'as pas pris trop de poids depuis la dernière fois. Voilà. Et dès qu'on implique le papa dans la grossesse, il prend la place qu'on lui donne, qu'on lui ouvre. Et d'être considéré comme une personne à part entière, c'est quelque chose qui est aussi très structurant pour le couple. Ils se rendent compte qu'ils sont vraiment dans un projet de couple. Alors, je fais une petite aparté pour les nouvelles formes de parentalité ici. On est d'accord qu'il n'y a pas toujours des papas, soit par choix, ou non-choix. Mais donc, comme tu le disais, alors à ce moment-là, il y a d'autres réseaux qui peuvent se mettre en place. Dans cette idée qu'on a vue dans le reportage, là, d'entrer en communication avec son bébé, est-ce qu'il y a d'autres façons d'entrer en communication avec le bébé, ou bien ça, c'est vraiment la méthode que vous prônez, l'autonomie? Il y a beaucoup de façons. Je pense que quand un homme est vraiment bien branché sur sa femme, c'est aussi une façon de rentrer en contact avec son bébé, parce qu'elle peut lui raconter ce qu'elle éprouve, ce qu'elle vit, ce qu'elle sent. Mais faut-il que ça puisse prendre sens dans le couple? Et j'ai juste envie de dire quelque chose de très important. En tant qu'homme, on est souvent dans le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux organiser les choses? Et ce que les femmes nous disent beaucoup, enfin la place que j'occupe, c'est si je pouvais être simplement écoutée, je ne demande pas plus. J'ai des émotions qui sont totalement nouvelles pour moi, je suis prise dans des choses que je n'imaginais pas et j'ai juste besoin qu'ils m'écoutent, qu'ils me disent
ne disqualifie pas mes émotions, qu'il puisse les réceptionner. Et moi, ça me permet de les apaiser et de me sentir exister. Quand dans un couple, ce genre de choses est possible, les pères se sentent utiles et se sentent branchés sur leur bébé. Évidemment, à travers la femme dans le temps de la grossesse, et puis très vite, quand il sera là, il sera actif. Michel. Oui, moi j'ai envie de rajouter qu'on est dans deux modes de fonctionnement quand même fort différents. Si la femme n'a pas d'autre choix que de porter son enfant, l'homme par contre, il a le choix d'être là ou pas. Mais il y a des hommes qui... c'est tellement irréel en fait. Ils ne matérialisent pas du tout l'enfant. Il y a des hommes qui n'accrochent pas du tout avec l'autonomie, je dirais, qui ont un esprit peut-être plus cartésien, terre à terre, mais qui sont pleinement pères. Et je dirais que d'autant plus, c'est plug and play quand l'enfant arrive. À la limite, le papa se sent plus vite papa que la maman elle-même, qui a ce double travail à faire de détachement de l'enfant qu'elle portait, rêvait, imaginait, et puis l'enfant réel, ce que le papa a moins. Et donc là, il est super pour prendre le relais tout de suite. C'est un choc pour des parents de voir quand l'enfant est là, quand vous assistez dans la salle d'accouchement, tout d'un coup, ils voient l'enfant qu'ils ont attendu. Est-ce que c'est un moment d'émotion très, très importante? Alors, c'est un moment d'émotion, d'abord parce que... mais ça, nous, on les prépare. Entre l'enfant de la publicité et puis l'enfant qui sort, on les prépare à cette première vision. Mais l'enfant va faire quelque chose de magique à la naissance qui met ses parents en amour tout de suite. C'est ce qu'on appelle le proto-regard. Donc le petit homme, c'est le seul mammifère qui est absolument pas du tout autonome. Il est incapable de ramper jusqu'à la mamelle de sa mère pour se nourrir. Donc il est obligé de créer instantanément le lien avec ses parents et c'est sa condition de survie. Et il y arrive très très bien, même avec nous. Et puis parfois ça ne se passe pas. Quand il y a une césarienne, quand il y a une naissance compliquée, et c'est très compliqué pour les femmes d'être en décalage avec le scénario qu'elles se sont fait de la naissance. Et ce scénario, c'est parfois un peu lourd à porter parce qu'il est idéalisé. On a la certitude d'avoir l'émotion. Et parfois, après une naissance, même qui se passe bien, le travail était long, la femme est fatiguée, et elle a le droit de récupérer avant de pouvoir rentrer en contact avec son bébé. Mais aujourd'hui, c'est presque comme si c'était plus permis, parce que cette émotion a été tellement survalorisée que quand la femme ne l'éprouve pas, c'est directement panique à bord. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas une mère comme les autres, je n'ai pas eu cette expérience-là, est-ce que je ne vais pas avoir des troubles d'attachement avec mon enfant? Et c'est terrible d'entendre ces choses-là aujourd'hui. Je crois que parfois, on a besoin de d'abord respirer un bon coup avant de pouvoir dire bonjour à celui qu'on invite ou qu'on accueille. Et ce temps de récupération après un accouchement qui a pu être difficile, long, très fatigant, très douloureux, la famille a droit. Et on ne perd pas, parce qu'on n'a pas cet instant magique de la rencontre, la possibilité de pouvoir se sentir pleinement en lien intense et émotionnel avec son enfant. Il est juste un petit peu postposé. Voilà. Et je crois qu'on peut le dire aux femmes pour qu'elles n'en prennent pas peur. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir eu ce regard très vrai sur tout ce qui tourne autour de la naissance. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être restés avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.